Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie pour être totalement accro aux écrans et aux talents. Avec cette semaine, un grand coup de cœur de Madame et Série pour l'acteur Pilou Asbæk. Ce grand Danois rieur est pourtant abonné au rôle sombre de Borgen à Game of Thrones. Il s'illustre en ce moment dans le film Ghost in the Shell, l'occasion de lui tirer le portrait. Il voit la vie et la mode en couleurs et en rayures. Et pour lui, élégance rime avec décontraction. Dans l'extrait interview, le créateur britannique Paul Smith rhabille le cinéma pour l'hiver. Non, je vous rassure, cet homme délicieux n'a que des mots doux, ou presque, pour le 7e art et les acteurs. Dans le screen parfait, hommage à Jacques Becker, célébré en ce moment à la Cinémathèque. Et c'est un autre réalisateur, Pierre Jolivet, l'un de ses dignes héritiers, qui évoque toute la richesse du réalisme social de l'auteur de Casque d'Or et de Touchez pas au Grisby. Depuis quelques années, elle nous fascine devant la caméra des plus grands, Jacques Audiard, Bertrand Bonello ou encore Tony Gatliff. Mais cette fois-ci, c'est dans un premier film qu'on retrouve Céline Sallette. Dans Corporate, elle incarne une manageuse impitoyable. Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Pas besoin de se projeter dans le futur pour imaginer l'avenir de Céline Sallette. La comédienne aux yeux de chat joue déjà dans la cour des grands. Son magnétisme et sa vraie joie de vivre ont séduit Jacques Audiard et Bertrand Bonello, mais aussi de nouveaux venus comme Emmanuel Courcol, fidèle scénariste de Philippe Liorret, qui dans Cessez-le-feu lui offre un second rôle romanesque aux côtés de Romain Duris. Mais Céline Sallette s'impose aussi en haut de l'affiche. Elle incarne une manageuse impitoyable dans un premier long métrage très maîtrisé, Corporate, de Nicolas Sillol. Quand est-ce que tu peux voir Dalma? J'ai pas le temps. Pas avant la fin du mois. Tu le fais patienter. Il a reçu ton mail, il comprend pas. Pourquoi vous acharnez sur moi comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Céline, est-ce que vous avez été inspirée pour ce rôle de tueuse en entreprise par des vraies femmes de pouvoir, des vraies manageuses, ou c'est uniquement le scénario de Nicolas Sillol qui a nourri votre imaginaire? Le scénario, lui, aussi son travail avec lui sur le plateau, c'était un peu une idée pour moi de jouer une espèce de personnage tout à fait opaque, tout à fait en maîtrise d'elle-même, tout à fait en regard, en cloisonnement. J'ai pas tellement l'habitude d'aborder ce genre de personnage, donc c'était ça le challenge génial. Et j'avais pas tellement de références extérieures, de modèles. En revanche, on a pas mal travaillé sur l'animalité. On a travaillé sur le requin, on a travaillé sur une espèce de glissement permanent, c'est-à-dire il n'y a pas de heurt, ça n'est pas heurté. C'est une chose qui est très, comme ça, maîtrisée, fluide et calme, et qui s'avance lentement pour incarner, oui, un management de la terreur. On peut savoir ce qui se passe au service financier? Il y a eu un incident entre deux salariés. Et je leur dis quoi là-haut? Qu'on se fout sur la gueule dans les bureaux maintenant? C'est à toi de nous éviter ce genre de débordement, c'est clair? Tout en étant très féminine et très sophistiquée, elle a un truc très viril. Bien sûr. Et vous le dites souvent, il y a plein de rôles qui ont été les vôtres où il y a quelque chose de très masculin. Vous racontiez que vous avez joué des rôles d'hommes au théâtre. C'est quelque chose d'inconscient, quelque chose que vous suscitez, ou est-ce que vous auriez mieux fait d'être un acteur plutôt qu'une actrice? Non, je suis très heureuse d'être une actrice. Mais j'avais ça, moi, très petite déjà. J'avais idée qu'on n'allait pas me dire à moi ce qu'était être une fille, quoi. Et que j'avais pas de limite là-dedans. Que j'étais moi, que j'étais absolument une fille, une jeune femme et une femme. Je veux dire, ça ne me limitait pas dans des endroits. Ouais. Donc, ce qu'on nomme énergie masculine est en réalité une énergie qui peut être absolument féminine. C'est juste de l'énergie. Et que je ne m'empêche pas d'avoir. Mais en vrai, c'est des énergies de transpuissante, c'est aussi des énergies d'être moteur, d'être lead. Oui. Il y a beaucoup de femmes lead, maintenant, aujourd'hui, de plus en plus. Puis il y a beaucoup de femmes dans leur puissance, dans leur force, de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas, je veux dire, et ça ne fait pas de nous des hommes cachés. Ça fait de nous des femmes en puissance. Et c'est bon. On parlait comme ça de rôle de femmes puissantes, mais est-ce que de façon générale, quand vous lisez des scénarios, vous voyez une évolution et il y a plus de rôles principaux pour les femmes? Je pense que ça, en tout cas, je suis quasiment sûre que c'est un mouvement qui est en train d'avoir lieu et que ça va avoir lieu de plus en plus. J'en suis sûre. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, de grandes réalisatrices, qui émergent en France et dans le monde. Et ensuite parce que, en dépit du fait que ça reste très difficile de raconter une histoire, un film réussi, c'est toujours un miracle, hein.
Donc pour un homme comme pour une femme, personne n'échappe à cette règle. Mais c'est passionnant de voir des femmes à l'écran. Moi, j'adore voir des femmes à l'écran. J'adore aller avoir rendez-vous avec une actrice, quoi. Ça va? Tu l'as vu? J'étais dans mon bureau. Bon, écoute, ça tombe sur toi, mais tu vas assurer. T'es la meilleure. J'ai totalement confiance en toi. Merci, Stéphane. Quand vous étiez petite, vous rêviez devant qui? Si tant est que vous rêviez devant certaines personnes. Non, c'est pas tellement passé par des choses extérieures. Chez moi, c'est plutôt passé par des sensations extérieures, des expériences. C'est les premières fois où je suis allée sur scène, j'ai vécu intérieurement des choses qui m'ont vraiment bouleversée. On rentre dans des états de transe dingues. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu des trucs, je pouvais me péter l'orteil et ne rien sentir. Parce que je passais 20 minutes sur scène et que pendant ces 20 minutes, je sortais et je me rappelais pas ce que j'avais fait vraiment. C'est des états où ça va loin dans la transe, mais c'est très puissant. Et donc, c'est ce genre d'expérience qui, moi, a fait que je n'ai pas pu me décoller du jeu. Mais au cinéma, on ne peut pas la vivre, cette transe, si? Ça peut arriver? Si, on la vit entre action et coupé. Et elle est plus courte, mais parfois, elle est aussi longue. Hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des 20 minutes de plan séquence avec des metteurs en scène. La densité de la transe est moins folle, mais il n'en reste pas moins qu'elle me procure quand même des états intérieurs très puissants qui font que j'ai toujours envie de recommencer. Est-ce que cette transe, elle survient aussi parce que ce sont des rôles très intenses, très sombres? Est-ce qu'elle surviendrait aussi, par exemple, avec Carverne et Delépine, quand vous avez tourné Saint-Amour, c'était ce même état-là? Mais bien sûr. Non, mais moi, sur un plateau, je suis dans un grand état de jubilation et d'enfance. Donc je peux jouer des rôles dramatiques, je suis en joie pure. J'ai ce truc-là en moi, je suis un vrai cabot, quoi. C'est-à-dire, j'ai cette dimension de l'acteur. C'est-à-dire, je suis comme un chien, quoi. On me lance la balle, j'y vais. Non, mais c'est vrai, j'adore ça, quoi. J'adore ça. Vous approchez pas parce que j'aime pas ça. Ah, elle est gentille. Non, j'aime pas. Regardez là. Elle vous fait des signes avec ses pattes, là. Non, j'aime pas. Elle a besoin d'amour, regarde. Arrêtez. Ah, vache. Elle vous a pas fait? À la garce. Ça te fait rire? Vous avez quand même démarré très fort au cinéma, entre Garrel, Gatliff, Audiard. Là, vous êtes à l'affiche de 2 premiers films, qui sont Corporate et Cessez-le-Feu. Qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on vit sur un premier film, peut-être de salutaire pour une comédienne comme vous? Et en fait, je vais vous dire une chose, c'est la même chose, en fait. Chaque film qu'on fait est un premier film. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on va faire ce film-là. Donc même quand je suis avec Audiard, ce qui me fascine, c'est que cet immense metteur en scène est un chercheur, et c'est pour ça que c'est un immense metteur en scène. C'est-à-dire qu'il a ses propres méthodes de recherche, et comme lui-même, c'est la première fois qu'il fait ce film-là, hein, et ben, il est un débutant, comme nous tous, en fait. Un débutant dans l'expérience de qu'est-ce que c'est que... cette fois-ci, j'ai changé de décorateur, j'ai pas les mêmes acteurs, j'ai pas les mêmes décors que jamais. Un film, c'est toujours une première expérience. En fait, un film, c'est toujours un premier film. Pour tous les gens qui le font. Comment vous faites Georges, déjà? C'est votre nom-signe, Ça veut dire? le revenant. Alors, chère Céline, Oui. c'est vous qui allez avoir le mot de la fin de cette d'accord, interview. Un mot, je sais pas, que vous aimez pour sa sonorité. Et donc, il faut l'écrire? Ben oui, de votre jolie écriture. Ok. Donc, scène 1, prise 1. Tiens, j'ai envie d'écrire Amazon. Je ne peux pas très bien vous dire pourquoi. Ah bah c'est des sacrées femmes, les Amazones. Ouais, voilà. Amazon. Cette semaine, Madame et Série s'offre un petit tête-à-tête avec Pilou Asbæk, dont la notoriété a dépassé les frontières de son Danemark natal depuis le succès fracassant de Borgen en 2010. Derude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. No deal. Jeg vil ikke trække det tilbage. Du gør det eddermame svært for mig at være din rådgiver nu. Du slipper nok snart for det, Kasper. Depuis, l'acteur diversifie ses rôles, passant des films d'auteur de son réalisateur fétiche, Tobias Lindholm, à la série la plus regardée au monde, Game of Thrones. Build me 1,000 ships, and I will give you this world. Et Blockbusters, dont l'adaptation de Ghost in the Shell, où il partage l'affiche avec Scarlett Johansson.
I don't know who to trust. You trust me, right? Un tournage qui lui a appris la patience. I've never tried, for such a long period, to sit in makeup that long. Whenever I was wearing the prosthetic eyes, I would be sitting in makeup for 4 hours and then shoot for 12 hours. So that was a little bit tough. I'm not complaining, but it was a little bit tough. And I've never shot a film for 6 months. I've done TV shows for 2 years, 3 years, but never done a movie where, because it's such a big scale film, where we would do Scarlett's close-up, and then it would take like 3 hours to turn around on my close-up. That's a little bit difficult because, you know, acting is about chemistry and reproducing emotions, but you're also giving tempo also adds to acting and to give you to the character. D'un rôle à l'autre, la performance diffère, mais la préparation reste la même. Pilou Asbæk se fond dans ses personnages avec la même précision, quel que soit le support. It's exactly the same job. And if I'm doing theatre, it's the same. Everything is about the story and your character being a part of the story. When did you return, Uncle? A few days ago. I had some things to take care of. Long overdue. I'm glad you're here. Character you can portray for 20 hours will always be more complex than a character for 2 hours. But the movies that I've seen, where I've seen characters, if I go back and I watch Casaverde, I can get just as emotional up and down as if I've seen 6 Feet Under or something. If I go into a gallery and I see a whole exhibition and I'm like, wow, that's beautiful, but I can also go into a gallery and see one painting that's gonna change my life. I wasn't born to be king. I paid the iron price, and here I stand. I still create the whole background story. If I have to do a short film, I work with that film as if it's a feature film, or if it's a TV show, I like to be prepared, you know? If I'm very prepared, I'm very relaxed. If I'm very relaxed, I feel completely free. And that's also why it's so important to me that the characters that I portray are very different from what I did previous. You analyze the story. Let's say the story is a painting on the wall, and you're one of the colors that you have to add to that painting. And I've never felt that, even though I've done lots of leads in Denmark, I never felt that I would be the solo painting. Now I know what my De son expérience en Euron Greyjoy pour Game of Thrones, Pilou garde le souvenir d'une expérience hors norme qui a dépassé toutes ses espérances. I feel it's a playground. And I say it because I love it. That is the biggest show in the world. It's 3 films being shot simultaneously. That's how big it is. I love the cast. I love the crew, and being a part of it it was a very small role in the first season, but being a part of it for this season, and let's see what happens. I've loved every moment of it. It's an incredible universe what they've created. To work with showrunners like Dan and David is a gift. And then to go from that production to a production like Ghost in a Shell, where you're working with Rupert Sanders, who has created this in a collaboration with Weta Workshop, and Jan, who is the set designer, you feel so lucky. And then to go back and shoot a film with Tobias Lindholm, where reality rules, and he's a Danish director whom I did 3 films with, and Borgen as well. It's down, everything is gone. It's just you and the script, you know. We can't afford those big films. So right now, I'm exactly where I want to be in my life. I'm working with the most talented, wonderful people. I'm calling to tell you that they want $15 million. I'm not going to talk about the money with you, and I'm going to hang up, okay? No, don't hang up, sir. No! 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 I've been working with so many different people. Most of my inspiration isn't actually actors or directors. My inspiration comes from a book called 1000 Photographies.
This is a secret now. Now I'm actually telling you one of my secrets. Each character I've portrayed every single time for the last 10 years, I take 5 photos and I say these represent 5 emotions inside this character. And during this film, you have to present that emotion for the audience. Even though it does make sense, you have to bring that photo with you in the character into the film. Because all characters are the same. All emotions are the same. And there's these human basic feelings that we got as human beings. Those are the emotions that you relate to. Hate, fear, love. And that's why I take physically photos with me. L'avenir de Pilou Asbæk semble assuré, d'autant qu'il est le seul au monde à connaître la fin de Game of Thrones et le destin de son personnage. Attention, info top secrète. Everyone is gonna die. I'm gonna be the king. And no, I can't. La suite de Ciné-Série et compagnie, c'est bien sûr la loi des séries, mais aussi, dans le screen parfait, un hommage à Jacques Becker, pour qui tout metteur en scène devait être un auteur complet, du scénario au montage, et c'est l'un de ses dignes héritiers, Pierre Jolivet, qui nous entraîne au cœur de son cinéma. Mais avant cela, rencontre dans l'extra interview avec un grand nom de la mode, Sir Paul Smith, un homme qui n'envisage son travail que dans le plaisir. À l'occasion de la sortie d'un livre autour de l'une de ses autres passions, le cyclisme, il a accepté de nous raconter son lien avec le 7e art. C'est un homme qui repeint le monde et la mode à grands traits de couleur. Avec Paul Smith, l'élégance est joyeuse et pas snob pour un sou. À l'image de ce pétillant britannique de 70 ans, passionné de photos, de rock et de cyclisme, au point de consacrer un livre à ce sport dont il ne se lasse pas de parler entre deux confidences sur ses plaisirs de cinéphile. So, dear Paul Smith, people know you as a brilliant fashion designer, but maybe they don't know that your first love was cycling. Yeah. That you dreamt of being a professional cyclist. And this amazing book is really a love letter. Before the age of 11, I was only at a very average school. And then at the age of 11, my dad bought me a bicycle. And then suddenly I was out and there was no parents. And it was just, I was just alone. And then I started racing, and then you learn about teamwork and you learn about the beautiful actual bike itself. Then you learn about competitive spirit, and there's just lots of things I learned suddenly. But then, after a bad crash, I got into the world I'm in now, which is the world of creativity and fashion. What I really enjoyed reading the book is your love for Poulidor. How do you explain this love for the challenger, the outsider who never wins? Well, I think the British, we often like what we call the underdog, you know, the person that never quite gets there. Personally, in my job, I've never wanted to be number one, because there's only one place you can go if you're number one, and that's down. The point of this interview is to get to know you through the relationship you may have with cinema, films, and also TV series. So maybe we could start with cycling, because there have been a few movies about it. The last one was The Program by Stephen Frears. Yes. Did you see the movie? Well, Stephen is a friend of mine, good friend of mine, and in fact I advised a lot on that film. But I said I didn't want anything to do with a drug man, so I kept away from that. And I haven't even seen the film. I haven't seen any cycling films because, you know, when you're passionate, it's like if you see a film about painting, you say, we don't paint like that, you know. And then with the cycling, you know, we don't, no, that's wrong, that's wrong. So I think it's always good to not see things that, like a film on fashion or something, turns into something else. So how did it start when you were this young boy growing up? Do you remember the first movie? So my love of film is really from a long time ago, from when I was younger. And so in my hometown of Nottingham, there was a really good art, I suppose you call it art cinema.
So in those days, I used to see all the things that you're supposed to see that I had absolutely no idea what they were about. The last days in Miriambad, and obviously the ones I did understand were like Jean Cocteau, which is fantastic, all the Cocteau with the surrealism and amazing cinematography and great shots, you know. Deux mondes essaient de se compénétrer. Le monde de la vie et le monde de la mort. Ils ne le peuvent pas et c'est le drame. Aimez-vous cet homme? Aimez-vous cet homme? Oui. And then later on, obviously, David Lynch with Eraserhead and that amazing haircut of the guy, you know, it's like, which is crazy with all the pens in the top pocket, you know, and things like that. Then I got seduced by all the films from your country, from Truffaut, Godard. Regarde. Et qu'est-ce que tu vois? Visage d'un type qui va se jeter à 100 à l'heure dans un précipice. You had John Paul Belmondo in the grey jacket, white shirt, red tie. And... Marianne. Tu as déjà tué un homme, Pierrot. Pourquoi tu demandes ça? Parce que ça te fera un sale effet, va. Is there an actor you totally admire? I mean, obviously Daniel Day-Lewis is very special. I've had situations where Daniel has called me and he's in character, you know, he's in the middle of making a movie or is working towards a movie, and I'm on the phone and I don't believe it's him because the way he's in character, and you know, then I have to do like a little trick about asking about his mum or his girlfriend, you know, something which I know only he knows, and then I realise, oh, it is Daniel. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage. An unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir, it's done. I mean, a lot of my friends who are clothes designers, but they do clothes more for the red carpet. They were in love with all those Hollywood movies, you know, Fred Astaire and Ginger Rogers and all the extravagant costumes. And then the ones I was more interested in was with Audrey Hepburn, you know, Breakfast at Tiffany's, all that, wearing all the Givenchy. And because she was very elegant, very petite. My girl that I tend to design for women, it tends to be more of a boyish figure, more petite rather than more sort of red carpet girl. Katharine Hepburn, she said that you can only be a modern girl if you dress like a boy. So that was perfect for me because, you know, she was in trousers so she could move around and a shirt so she could move around, and she had such personal style. If one day you were to be an actor, what would be the director you would enjoy to be? Oh, directed by? That's the difficult one. I mean, the young director who's done La La Land Damien Chazelle. Yeah, did you see the film before about the drummer? Sure, Whiplash. I don't know. Whiplash, yeah, he's fantastic. That's very powerful. And the fact that a director like that can go from something which is so about obsession to something that's La La Land is very impressive. You don't have a break coming up, do you? I'm off in 10 minutes. I'm gonna have my own club. We're gonna play whatever we want, whenever we want. In a few words, could you tell me what kind of audience are you in front of a film? I think often movies can make you cry because we're all running at this ridiculous pace. We're all obsessed by texting, Facebook, Instagram, and it's completely unnecessary most of the time. So I think if you get taken into a different world through a movie, then that's when you could easily just let your guard down and get emotional. Well, thanks again. Thanks a lot. A real pleasure. Thank you. Sir. Oh, you're welcome. Cette semaine, la loi des séries enrichit votre vocabulaire avec un nouveau terme. Bottle épisode, épisode économique qui peut se regarder indépendamment d'une saison. Le bottle épisode, littéralement épisode bouteille, est un épisode resserré sur un ou une poignée de personnages avec un récit bouclé et une unité de lieu. What do you think?
Le but de cette dernière contrainte est de faire des économies en n'exploitant qu'un seul décor, généralement pour permettre un épisode un peu plus coûteux au cours de la saison. Le terme « bottle épisode » a été inventé sur le tournage de Star Trek dans les années 60 pour qualifier les épisodes tournés exclusivement sur l'Enterprise. Tel un bateau dans une bouteille, ils étaient isolés du reste de la saison. Au fil des années, le bottle épisode a vu son rôle évoluer. De prétexte financier, ces épisodes uniques sont devenus des œuvres d'art à part entière, reconnues par les fans comme les meilleurs épisodes de leur saison respective. Les plus connus sont The Pine Barrens, merveilleux épisode des Sopranos dans lequel Christopher et Polly poursuivent un mafieux russe dans une forêt enneigée. Motherfucker! Ou encore The Fly, dans lequel les deux protagonistes de Breaking Bad, Walter White et Jesse Pinkman, s'acharnent sur une mouche dans leur laboratoire secret. Plus récemment, l'excellent American Beach, 3e épisode de la 6e et ultime saison de Girls, a transcendé le concept en faisant de ce bottle épisode un élément majeur de la série. I heard an alternate title for this book was American Bitch. I have no idea if that's true, can't find any proof on the internet, but God, if it is, fuck, that's so good. Dans cet épisode, Anna confronte Chuck Palmer, un grand écrivain accusé d'agression sexuelle par plusieurs de ses admiratrices. But I am a writer, and as such, I think I'm obligated to use my voice to talk about things that are meaningful to me. And I read something about you that troubled me greatly, namely that you were using your power and your influence to involve yourself sexually with college students on your book tour. Voilà qui prouve à quel point un bottle épisode peut être important et puissant. Ici, ce n'est finalement plus Anna qui s'exprime, mais sa créatrice, Lena Dunham, qui profite de ce format libérateur pour s'adresser directement à ses spectateurs. Why am I being punished? I wasn't trying to punish you. I just think it's important to listen to the voices of women who have historically been pushed to the side and silenced. Ici, Anna et Lina parlent d'une seule voix et font de cet épisode un pamphlet politique. La jeune féministe a elle-même été victime d'agressions sexuelles il y a quelques années, traumatisme dont elle parle notamment dans son ouvrage Not That Kind of Girl. Dans l'épisode, Anna raconte une anecdote similaire. When I was in 5th grade, I had this English teacher, Mr. Lasky. Sometimes when he was talking to the class, he'd stand behind me and he'd just like rub my neck. Sometimes he'd like rub my head, rustle my hair. And I didn't mind. It made me feel special. It made me feel like someone saw me and they knew that I was going to grow up and be really, really particular. Anyway, last year I'm at this like whatever warehouse party in Bushwick and this dude comes up to me and he's like, Horvath, we went to middle school together, East Lansing. And I'm like, oh my God, remember how crazy Mr. Lasky's class was? He was basically trying to molest me. And you know what this kid said? He looks at me in the middle of this fucking party like he's a judge and he goes, that's a very serious accusation, Hannah. And he walked away. And there I am and I'm just 11 again and I'm just getting my fucking neck rubbed because that stuff never goes away. Girls touche à sa fin. Bientôt, Lena Dunham abandonnera ses personnages, mais avant cela, elle profite de chaque instant pour parler de ce qui lui tient à cœur. Et parfois, ce qui lui tient à cœur est tellement fort qu'il faut y consacrer un épisode entier. Dans ce cas, il devient un bottle épisode. I want to write stories that make people feel less alone than I did. I want to make people laugh about the things in life that are painful. That's what I want to do. La mise en scène chez les réalisateurs est souvent une lente gestation d'un apprentissage qui consiste à regarder, à copier ou à voler à ses aînés afin de s'affranchir de son propre geste. Ainsi, peut-on faire du cinéaste Pierre Jolivet un héritier du réalisme qu'on trouve chez Jacques Becker, à l'occasion de la ressortie de 3 films de l'ancien assistant de Jean Renoir et d'une rétrospective à la Cinémathèque. Nous avons voulu rapprocher le cinéma de l'un pour comprendre celui de l'autre. Un cinéma où chacun cherche à capter l'humanité nue sous les apparences trompeuses de la situation sociale. Bonjour Pierre Jolivet. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez été en contact avec le cinéma de Jacques Becker? Vous, dont la mère est Arlette Thomas, qui a tourné avec Jean Grémillon, qui fait partie de la même génération que Becker, que Renoir, que Duvivier. Oui.
C'était évidemment le cinéma de ma toute jeunesse. C'est tous des films que j'ai revus par la suite plus tard. Et ce qui m'a tout à fait charmé, que ce soit dans Casque d'Or. Le film est d'une grande candeur et d'une grande violence mélangée. Et ça, c'est assez rare dans le cinéma. C'est un style de cinéma. À côté de ça, il y a Touchez pas au Grisby, qui est vraiment l'ancêtre du film noir, avec le dialogue ciselé et ces personnages de malfrats, mais qui sont aussi dans une dramaturgie très forte. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, entre et ferme la lourde. Et Le Trou, qui est d'un réalisme incroyable. Le Trou est certainement celui qui m'a le plus marqué, qui est d'une plus grande modernité que les autres, qui est le prédécesseur de toutes les séries américaines sur les prisons, Le Prophète de Audiard. Enfin, dans Le Trou, il y a déjà tout ça. Le réalisme d'une prison où on dort les uns sur les autres, où les rapports humains sont d'une grande causticité, où il va y avoir, comme toujours avec lui, des petits mecs normaux, mais avec une histoire dramatique construite, avec le fatum antique qui va jouer, avec le traître, le destin, l'histoire. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui me touche et qui nous est commun, c'est ça. C'est-à-dire la plupart du temps, que ce soit dans Casque d'Or ou dans Le Trou, c'est des gens d'une extraction assez basse, mais qui vont être dans une dramaturgie qui les dépasse et qui les emporte. Ton affaire est antipathique. Ta femme qui t'entretient est blessée d'un coup de fusil. Tu couches avec sa sœur, tu vends des voitures d'occasion. Les juges ont horreur de ça. 20 ans de bagne, c'est long. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? On voulait savoir ce que tu risquais. Parce que nous, on risque trop gros pour attendre ici tranquillement les assises. Comment? Nous, on va s'évader, mon vieux. Il trouve sur tous les personnages, en tout cas sur les principaux, il s'attarde, et là je me reconnais beaucoup, que ce soit dans Ma Petite Entreprise ou dans Jamais de la vie, il s'attache à des petits détails du personnage qui leur donnent une profondeur, une douceur, une humanité ou une déshumanité. Dans le personnage de Dauphin dans Casque d'Or, il y a des petits détails sur lui qui sont absolument immondes, mais qui nous le campent. T'as un couteau? Merci. Je sens chez Becker quelque chose qui me parle, qui est cette concentration absolue sur quelques instants des personnages et quelques phrases qui racontent tout le personnage, quelques gestes qui nous éclairent sur ces rapports entre les personnages. Et dans des scènes très courtes, où tous les rapports de deux personnages sont déclinés en 2 phrases et 2 gestes. Approche. C'est toi qui as ramené la sacoche. Je l'ai pas porté tout le temps. Et 300 balles. Et 300 balles. Fredo. Tu permets, oui? De la gifle, après il lui tape un coup sur l'épaule et il lui donne un sou pour aller acheter des cigarettes. Les rapports des 2 personnages sont comprimés en 2 gestes et 2 phrases. Je vais m'acheter des cigares, j'en ai plus. C'est très marquant chez Becker, et ça l'est, en tout cas dans mon cinéma, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que les personnages sont d'abord ce qu'ils font. C'est jamais des abstractions, c'est jamais des concepts hors de la sociologie. Ils sont d'abord le travail qu'ils font. D'ailleurs, notre travail représente la plus grande partie de notre vie. C'est vrai que moi, je reviens toujours à ce que sont les personnages, et ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils font. Et c'est très marquant chez Becker. Tiens. Bonjour Raymond. Alors, boulot, menuise. Ah oui, tu vois. Je passais par là, j'ai voulu voir ta tôle. T'as bien fait. Et tu grattes toute la journée dans cette boutique? Oui. Eh ben, mon bonhomme. Chez Becker, on le voit, l'intrigue n'a que peu d'importance au regard des personnages. Pour lui, les sujets ne l'intéressent pas en tant que sujet. Seuls les personnages de ces histoires l'obsèdent. D'ailleurs, Pierre, il me semble qu'il y a dans votre nouveau film, Les Hommes du Feu, une histoire autour des pompiers, une même priorité accordée à la vérité de vos protagonistes et à la fatalité qui les entoure. Ce qui m'a intéressé chez les pompiers pour avoir passé du temps avec eux, c'est le rapport au feu. C'est en même temps tout ce qu'ils redoutent et tout ce qu'ils désirent.
Dehors de ça, ce qui me passionne beaucoup plus encore, c'est que c'est une profession qui met son corps en opposition. Et le film s'attache non pas à ce qu'ils racontent, parce que le soir ils se bourrent la gueule et qu'ils racontent leur métier de pompier. C'est pas ça du tout. C'est que je suis organiquement avec eux. Qu'est-ce qu'ils font avec ce corps? Comment c'est de mettre son corps en danger et en opposition? Allô? On peut continuer, Pierre, les rapprochements entre le cinéma de Becker et le vôtre. Il y a une application identique pour tous les deux à bien filmer les hommes, leur complicité et leur solidarité. J'ai l'impression que vous avez la même attention à raconter une aventure collective et fraternelle dans la tragédie. Que ce soit Fred, Jamais de la vie, Ma petite entreprise ou Les hommes du feu qui vont sortir, la solidarité est au cœur du sujet. C'est vrai que la solidarité des hommes entre eux, des hommes, des femmes, enfin des êtres humains entre eux, c'est vraiment ce qui guide beaucoup, beaucoup mon travail, y compris qui est le sujet de Force majeure. C'est le sujet central de Force majeure, puisque c'est 3 hommes qui vont se rencontrer et qu'il y en a un qui va aller en prison et que les 2 autres doivent décider s'ils vont ou pas participer à sa peine pour le faire sortir de prison. Peu importe ce que décideront les personnages, si ce sera moral ou pas, ils se posent la question de la morale. Donne-moi le carton, Roland, on va tout partager. Allez à table. Ça m'amuse quand tu te frottes les mains comme ça te va très bien. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis d'une famille de haut prélat. Mon oncle est évêque. Sans blague. Je me demandais aussi pourquoi on t'appelait Monseigneur. Quand je vous entends, je pense à ce mot de Jacques Rivette, qui était un grand admirateur de Howard Hawks, qui disait « c'est un cinéma à hauteur d'homme ». Est-ce que ce n'est pas une formule qu'on pourrait appliquer au cinéma de Becker et du vôtre? Tout filmer à hauteur d'homme. Oui, tout à fait à hauteur d'homme, mais ça fait prétentieux de dire pour Becker et moi, à hauteur d'homme, mais qui sont confrontés à des destins un petit peu plus hauts que ce qu'ils avaient prévu. Et c'est cette rencontre que je trouve intéressante. C'est ces personnages à hauteur d'homme et qui, à un moment, doivent prendre des décisions, doivent se situer, doivent passer à l'acte. Merci Pierre Jolivet. Je vous en prie. Vous croyez tout savoir sur le jeu vidéo parce que vous dormez avec votre console? Eh bien, il y a encore beaucoup à apprendre grâce à l'exposition organisée en ce moment à la Fondation EDF. Game, le jeu vidéo à travers le temps, propose d'explorer autrement cet objet de culture à travers son histoire et ses évolutions, mais aussi son assise sociétale et générationnelle. Bref, vous n'avez pas fini de jouer. Dans la série, c'est culte, c'est mythique, c'est toute notre enfance. 2 nouvelles adaptations de bandes dessinées à voir pendant les vacances scolaires. Tout d'abord, Les Schtroumpfs et le village perdu par le réalisateur de Shrek 2, Kelly Asbury. Le village Schtroumpf perdu? Nous partons en expédition. Je leur ferai... Et eux, ils feront... Oh non, pitié! Et je leur ferai... Je pensais pas que le village perdu serait aussi difficile à trouver. Quoi qu'il arrive, surtout ne mangez pas toutes vos provisions. J'ai mangé toutes mes provisions! Est-ce que c'est prudent? Nous ne sommes plus au village des Schtroumpfs. Oulala, oulala, oulala! Oulala! À voir aussi Boule et Bill 2 avec Franck Dubosc, toujours dans le rôle du papa, tandis que Mathilde Seigné succède à Marina Foïs dans le rôle de la maman. Mais enfin, on le sait bien ici, la star, c'est le chien, alors ne soyons pas trop cabots. À la semaine prochaine. Salut. Salut les copains, c'est moi Bill l'éclair. Je suis de retour avec mon meilleur ami Boule. Vous vous rappelez la famille que j'avais adoptée? Quelle est belle la babalo bibi. J'ai réussi à en faire une famille exemplaire. Il a croqué avec ses dents, le sucre. Je suis un chien, je parle mieux que lui. Et depuis pas longtemps, Pouf et moi, on trouve que Boule a changé. Salut les garçons. Vous allez voir que dans 2 secondes, Boule va la regarder avec une tête d'idiot et la bouche grande ouverte. Qu'est-ce que je vous avais dit?